Alors bonjour et bienvenue à tous à ce webinaire donnant la parole au maire qui est organisé par MMM France pour présenter les liens, les premiers résultats de l'enquête du même nom qui avait été lancée il y a quelques mois. Avant de commencer et de rentrer dans le vif du sujet, juste quelques informations pratiques. Le format webinaire ne vous permet pas donc de prendre la parole, mais que cela ne vous empêche pas du tout de communiquer avec nous, soit via le chat, soit par la fonction Q&A, qui sont tous les deux accessibles en bas de votre fenêtre Zoom. Et merci donc d'utiliser le chat peut-être plus pour tout ce qui est commentaires ou questions techniques. Et comme une partie plus interactive est prévue après les présentations, n'hésitez donc pas à utiliser la fonction Q&A pour poser des questions aux intervenants. Et sans plus attendre, donc, je donne la parole à Lucien Mestre de MMM France, qui est responsable de l'enquête. Donnons la parole au maire. Merci Valérie. Bonjour à tous, je m'appelle Lucia Mestré, je suis la rédactrice de l'enquête et responsable de la diffusion avec un groupe de bénévoles très actifs. On va commencer par vous présenter le déroulé du webinaire. On commencera par une brève introduction de comment est né ce projet. Puis nous avons divisé la présentation en 3 parties, 3 thématiques principales. Et pour chaque partie, nous vous présenterons les chiffres et en conclusion, les propositions de MMM France. Et à la fin, on vous propose un temps questions-réponses. Les 3 parties sont où en sont les mamans, leurs difficultés, leurs besoins, autour de la naissance, pouvoir choisir et être respecté, et le temps précieux des mamans, congés parentaux et mode de garde. Donc, je vais tout d'abord vous parler un petit peu de MMM France, qui est une association de loi 1901, apolitique et non confessionnelle, fondée en 1993, dont la mission est de défendre, faire reconnaître et soutenir les mères, grâce d'un côté à notre travail de plaidoyer. Nous sommes la voix des mères auprès des pouvoirs publics en intervenant dans des débats qui nous concernent, comme la santé maternelle, tout ce qui touche à la conciliation vie familiale, vie professionnelle, c'est-à-dire la réforme des congés parentaux, les retraites et tout autre sujet qui impacterait la vie des mères. D'un autre côté, nous réalisons aussi des actions de terrain qui favorisent les rencontres et le partage entre mères de toute origine. MMM France fait partie de MMM International, qui est une ONG créée à Paris en 1947, après la Deuxième Guerre mondiale, et qui est présente à l'ONU, à l'UNESCO et au Parlement européen. Le projet du questionnaire est né en octobre 2019. Au moment où je rejoins MMM, le gouvernement français a annoncé la mise en place de la commission pour les 1000 premiers jours. C'est la période qui va du 4e mois de grossesse aux 2 ans de l'enfant, approximativement. Et cette période étant considérée par de nombreuses études scientifiques comme déterminante dans la vie de tout individu. Cela me semblait évident qu'il était indispensable de donner la parole aux mères, qui sont les principales concernées pendant cette période, puisqu'elle comprend la grossesse, l'accouchement et éventuellement l'allaitement. Le but du questionnaire étant de bien comprendre les contraintes et les besoins des mères pendant cette période cruciale, car comme le dit Boris Cyrulnik, le président de la commission, pour sécuriser l'enfant, il faut sécuriser la mère. Il s'agit donc d'un questionnaire qui a été rédigé par des mères, pour des mères, et c'est sans doute son authenticité qui a été la clé de son succès, puisque aujourd'hui, on compte plus de 20 000 répondantes. J'en profite pour vous rappeler que le questionnaire restera ouvert jusqu'à la fin de l'année et je vous invite à continuer à le partager. Maintenant, je vais donner la parole à Myriam Ledinvic de IDM Families, un institut d'études spécialisé sur la cible des familles depuis plus de 20 ans, qui est notre partenaire pour le traitement et statistique des résultats de l'enquête et qui va vous parler de la méthodologie utilisée. Merci Lucia. Comme je l'ai dit juste avant, je suis Myriam Ledinvic, je suis la directrice département études et insights chez IDM Families, institut créé il y a plus de 20 ans et qui est spécialisé sur la cible et ou les problématiques liées à la famille et de manière historique, les cibles des femmes enceintes, des mères et les thématiques liées à la maternité. D'où notre envie très légitime finalement d'accompagner MMM France dans ce projet et de devenir partenaire de ce projet quand Laure et Lucia se sont dirigées vers moi. Aussi parce que les mères, on le sait, avec notre métier, aiment donner leur avis, ont besoin de le donner, faire part de leur expérience et être entendues
ce que MMM France peut faire demain avec cette enquête également. Nous avons accompagné MMM France sur 2 étapes du projet. Une première étape sur la partie recrutement, une partie du recrutement en invitant nos panélistes à répondre au questionnaire online, en intégrant également au projet le panel de Magique Maman, ce qui est venu en fait compléter le recrutement déjà colossal qui était réalisé par MMM France avec tout un réseau de partenaires incroyablement investis pour arriver à plus de 21 000 mères ayant répondu au questionnaire au moment de l'extraction pour les analyses. Comme Lucia l'a dit, le questionnaire est encore en cours, d'autres mamans vont sans doute répondre. 2-3 mots sur le questionnaire. C'est un questionnaire qui était à destination des mères d'enfants de moins de 12 ans. C'est un questionnaire qui était online, d'une durée de 15 à 20 minutes environ, et divisé en 3 parties distinctes. La grossesse et accouchement, devenir mère, mode de garde et congés parentaux. Ce terrain a eu lieu entre le 17 novembre 2020 et le 5 mai 2021. La deuxième étape dans laquelle IBM Families a participé en fait à ce projet, c'est la partie réellement traitement des données, analyse statistique. Donc, on a participé à un nettoyage de la base de données, à la création, l'extraction d'un échantillon représentatif de la cible, donc la cible des mères d'enfants de moins de 12 ans, grâce à la mise en place de quotas sur le critère de nombre d'enfants, âge des enfants et la catégorie socio-professionnelle. Tout ça pour être au plus près en fait, de la représentativité nationale de cette population et ainsi pouvoir vous certifier la qualité des données présentées aujourd'hui et leur extrapolation sur l'ensemble de la population des mères 0-12 ans. Je vous en dis pas plus parce que ça deviendrait très technique, mais bien sûr, s'il y a des questions après, on peut en reparler. Je préfère vraiment laisser la place en fait, aux résultats qui sont nombreux, riches et vraiment source de nombreux insights. Donc, je vais laisser la parole à Laure Ferrier, qui est bénévole à MMM France et si je puis dire, co-responsable de ce projet aussi. Et elle va vous présenter la partie où en sont les mamans, leurs difficultés et leurs besoins. Merci Myriam et désolée pour le petit donc Laure Ferrier, effectivement, je suis bénévole chez MMM France depuis la fin d'année dernière, co-rédactrice de l'enquête et chargée notamment de l'extraction des résultats puisque j'ai travaillé près de 15 ans dans les études de marché par le passé. Je vais commencer par la première partie qui est un aperçu général du retour d'expérience des mamans et notamment concernant leurs difficultés et leurs besoins. Tout d'abord, on sait que devenir mère est un grand chamboulement dans une vie. Donc, on a demandé aux mamans ce qui avait été le plus difficile pour elles en devenant mère. Ce qui ressort en premier lieu, bien entendu, c'est la fatigue et le manque de sommeil à 78%. Et puis également beaucoup d'autres choses comme le changement de rythme, le sentiment de solitude, les changements dans le corps aussi, le manque de confiance en soi, le jugement des autres, les tensions au sein du couple et les nouvelles responsabilités. On vous a mis sur la droite quelques verbatims de maman pour illustrer. Devenir mère, sujet non traité en préparation à la naissance. On ne naît pas mère, on le devient. Devenir mère prend du temps et chaque femme a des besoins différents. Il est important que chaque besoin puisse être écouté et non jugé. Donc, une période sensible que la maternité et un réel besoin d'être accompagnée. La bonne nouvelle ici, c'est que les mamans ont une force incroyable en elles pour surmonter toutes ces difficultés, c'est leur instinct maternel. On a 82% des mères qui ont ressenti cet instinct maternel à l'arrivée de leur enfant, même si parmi elles, 31% disent que pour autant, elles n'ont peut-être pas fait assez confiance à leur instinct maternel. Donc, ce thème de la confiance en soi va ressortir à de nombreuses reprises, donc d'où l'importance de donner confiance à ces mamans en les accompagnant, en les entourant, en les conseillant éventuellement. À la question du meilleur conseil que les mamans aient reçu concernant la parentalité, on voit que ce conseil venait la plupart du temps d'une autre maman ou d'un membre de la famille. Et en termes de contenu, c'était souvent de la réassurance. Fais-toi confiance, justement, suis ton instinct, écoute ton bébé.
Beaucoup de conseils autour de la déculpabilisation aussi. Il n'y a pas de mère parfaite, tu es la meilleure mère pour ton enfant. Autour du fait de se reposer. Quand bébé dort, dors aussi, fais-toi aider. Et puis enfin, quelques répondantes aussi qui ont tout simplement dit n'écoute pas les conseils non sollicités. Concernant l'entourage des mères, bien sûr, on pense en première ligne au conjoint. Donc, on a 63% des participantes qui se sont senties suffisamment épaulées par leur conjoint pendant la période des 1000 premiers jours. Donc, c'est un chiffre qui fait plaisir, même si, bien entendu, il aurait pu être encore plus élevé, j'imagine. Ce serait chouette. Mais pour autant, on a aussi 2/3 des participantes qui nous ont dit que la charge mentale n'était pas justement partagée dans leur couple depuis qu'elles ont des enfants. Donc, des papas qui sont impliqués, mais voilà, en termes de charge mentale, un déséquilibre qui reste présent. Donc, encore des progrès à faire pour soulager les mamans et éviter que cette charge mentale ne devienne trop forte. Puisque quand la charge mentale finit par exploser, dans certains cas, on parle de burn-out maternel. Et on a ici plus de 2 mamans sur 5 qui nous ont dit avoir subi un burn-out depuis qu'elles étaient mamans. Donc 44%, 16% qui nous ont dit oui, 28% je pense que oui. Donc c'est un chiffre très fort et qui est d'autant plus important quand on est chez les mères avec plusieurs enfants, chez les mamans solo et chez les catégories socio-professionnelles moyennes ou modestes. Quelques verbatims pour illustrer également. La maternité n'est pas l'oubli total de soi. Sinon, le burn-out vient nous rappeler que nous avons des limites. Ne pas hésiter à parler de la charge mentale et de la pression que ressentent les femmes d'aujourd'hui. C'est un vrai fléau et participe vivement au burn-out. Dans ce contexte, on a demandé aux mamans quelles propositions leur paraissaient les plus prioritaires par rapport aux propositions de la commission des 1000 jours du gouvernement. Les 2 propositions qui apparaissent comme les plus pertinentes pour les mères sont tout d'abord le fait de bénéficier systématiquement d'un accompagnement à domicile après la naissance pour 53%. Et pour 49%, le fait de pouvoir s'appuyer sur un professionnel identifié pour un accompagnement continu de la grossesse au postpartum, donc dès le 4e mois de grossesse et après la naissance, bien sûr. Donc, ce deuxième point concernant le référent paraît aussi important. Et dans une autre question, les répondantes nous disent que il faut que ce soit à condition que les parents puissent choisir librement ce référent pour 90%. Donc, cet élément va être vraiment un fil conducteur de notre présentation, le fait de pouvoir choisir son parcours en fait, et ne pas qu'on impose un choix unique. Vous verrez, on en reparlera un petit peu plus tard aussi. D'autres propositions intéressantes aussi en secondaire, le carnet de santé enrichi, les groupes de parents de proximité, les sessions d'information prénatale et la généralisation de l'entretien prénatal précoce. Pour finir cette première partie, un focus concernant l'allaitement. On voit qu'il y a un désir fort d'allaiter. 83% des participantes souhaitaient allaiter au moins un de leurs enfants et 67% souhaitaient absolument allaiter. C'est vraiment quelque chose de très, très important, même s'il y a aussi des freins assez forts, avec 66% de ces femmes qui nous ont aussi dit ne pas avoir réussi à allaiter leur enfant aussi longtemps qu'elles le souhaitaient. Donc, pour des raisons notamment de manque d'accompagnement, parce qu'elle reprenait le travail ou parce que l'allaitement ne s'est pas bien passé pour diverses raisons. Donc vraiment un besoin d'être mieux accompagnée sur le sujet. 74% des participantes auraient aimé être mieux formées donc à l'allaitement pendant la grossesse et à la maternité. Dans tous les commentaires qu'on a pu lire sur ce sujet, on a vu qu'il y avait vraiment un souhait que le personnel accompagnant soit aussi mieux formé
plus systématiquement sur le sujet parce qu'il y a beaucoup de mamans qui se sentaient perdues par des conseils un petit peu contradictoires reçus de part et d'autre. Voilà, donc pour conclure cette première partie, on a vu que la maternité est un grand chamboulement et que les mères avaient besoin d'être soutenues pour pouvoir mieux appréhender cette période délicate. Donc les propositions de MMM France dans ce sens sont tout d'abord le fait de mieux former les mères pendant la grossesse par une préparation à l'accouchement plus approfondie concernant l'allaitement, concernant la parentalité, la prévention du burn-out aussi. La mise à disposition d'informations fiables, comme le souhaite par exemple le rapport des 1000 jours via une plateforme dédiée. La mise en place du référent dès le 4e mois de grossesse aussi, et à condition qu'il puisse être choisi par les parents. Et puis, par des politiques encourageant le père à s'impliquer. Le congé paternité, par exemple, qui vient d'être rallongé, c'est une bonne chose. Et puis, la flexibilité au travail pour les pères et les mères, sujet qu'on traitera notamment dans la 3e partie. Et puis enfin, favoriser la mise en réseau des mères pour rompre cet isolement dont elle nous parle, par exemple par les groupes de parents de proximité ou via diverses associations. MMM France, par exemple, organise régulièrement des ateliers ou des rencontres entre mamans. Et puis, pour votre information, on est également en train de travailler sur un projet de mise en relation des mères 2.0 qui devrait voir le jour d'ici la fin de l'année. Donc, on vous en dira plus dès que possible. Voilà pour cette première partie. Je vais laisser la parole à Lucia pour la partie numéro 2 autour de la naissance. Merci beaucoup, Laure. Donc, cette deuxième partie, oui, qui va parler donc de la naissance et ce qui en ressort de façon très forte, pouvoir choisir et être respecté. On va voir dans cette première slide sur les besoins de la grossesse. On a fait une question assez fourre-tout. On a demandé aux mamans, à votre avis, de quoi vous auriez eu besoin pendant la grossesse. C'était une question à choix multiples et à réponse multiples. Et donc, on va voir que la réponse qui sort le plus fort, ça va être d'avoir des horaires aménagés. Pendant la grossesse, on peut avoir des moments de grosse fatigue. Donc ça, c'est important. On retrouve à nouveau le fait d'avoir plus d'informations, mieux connaître les différents types d'accouchement et lieux de naissance. C'est la deuxième réponse la plus plébiscitée par les mamans. De faire du télétravail, à nouveau cette idée de flexibilité pendant la grossesse et le rôle du conjoint qui revient avec le fait qu'il puisse avoir lui aussi une préparation à l'accouchement, à la parentalité et aussi à nouveau le besoin d'avoir une préparation à l'accouchement plus complète pour les mamans. Dans un deuxième temps, on va voir l'évolution après le premier accouchement. On voit qu'il s'agit d'une première expérience qui va révéler un souhait d'accouchement moins médicalisé et d'un meilleur accompagnement dans la plupart des mamans. Quand on a posé cette question, est-ce que votre façon d'aborder l'accouchement a évolué après votre premier accouchement? On a 76% des mamans qui ont dit oui. Quand on rentre dans le détail, on demande qu'est-ce que vous avez fait différemment pour votre deuxième ou qu'est-ce que vous aimeriez faire différemment. On retrouve donc en top 3 des réponses: avoir un accouchement moins médicalisé, voire physiologique, avoir la même sage-femme tout le long de la préparation et l'accouchement, ce qu'on appelle l'accompagnement global, et qu'on m'explique les gestes pratiqués et qu'on recueille mon consentement avant. Ce point-là est très important et il fait le lien avec la prochaine slide, sur l'importance de se sentir respecté, le respect au moment de son accouchement. Malheureusement, on s'aperçoit qu'il y a un manque de respect exprimé par plus d'un quart des mamans concernant leur premier accouchement. On voit 31% des participantes ne se sentent pas senties respectées, entendues par l'équipe médicale pendant ce premier accouchement. Et ce sentiment ne va pas se réduire au moment de l'accouchement. On retrouve que la moitié des mamans, si on additionne le oui souvent et parfois, ont eu ce sentiment d'être infantilisées, voire ridiculisées par le personnel soignant concernant certains choix par rapport à leurs enfants.
Et ce respect est important parce qu'il va avoir aussi un impact dans la façon dont les mamans vont vivre certains gestes pratiqués pendant leur accouchement, comme on va voir dans la slide suivante. Les violences obstétricales ou gynécologiques sont malheureusement trop fréquentes puisque, à notre question, considérez-vous avoir subi des violences obstétricales et ou gynécologiques pendant votre accouchement, nous avons 29% des mamans qui ont répondu oui, avec 13% qui disent je ne suis pas sûre. Donc, l'importance d'expliquer, d'avoir le consentement des mères, c'est très important parce qu'il faut aussi savoir que les violences obstétricales et gynécologiques ne sont pas graves seulement au moment où on les subit, mais elles ont des répercussions qui peuvent être de longue durée. On voit dans les chiffres que dans les mamans qui nous ont dit avoir vécu une dépression postpartum, 46% d'entre elles avaient vécu des violences obstétricales et gynécologiques. Donc, on retrouve plus de risques de dépression postpartum. On retrouve aussi, il y a plus de risques que le lien mère-enfant se fasse difficilement, avec des impacts qui peuvent atteindre vraiment toute la famille. Concernant ces violences, qu'est-ce qu'on peut faire? À notre question, est-ce que vous croyez nécessaire de faire une campagne de sensibilisation, d'assurer des mesures de contrôle dans les lieux de naissance, des formations des professionnels de santé, et évidemment un support psychologique pour les femmes des ayants subi? La réponse est sans appel. 94% des femmes, des mères considèrent que c'est nécessaire. Donc, on vient d'évoquer rapidement la dépression postpartum. On va se pencher un petit peu plus sur les chiffres. On voit donc qu'une maman sur 3 avec une dépression postpartum, 35% des répondantes estiment avoir fait une dépression postpartum. Nous avons dans ces 35%, 17% de oui et 18% je crois que oui. Il faut savoir que les dépressions postpartum ne sont pas encore toujours bien diagnostiquées. Il y a vraiment tout un travail d'information autour de cette pathologie qui est important. Et quand on leur demande quels facteurs auraient pu l'éviter ou aider à une meilleure prise en charge de cette dépression, on retrouve à nouveau le rôle du partenaire, du conjoint, avec un congé paternité plus long, me sentir plus entourée, l'importance de casser vraiment l'isolement des mères, et c'est l'importance de l'accompagnement avec à nouveau les deux propositions des mi-jours qui ressortent, que ce soit l'accompagnement après les 2 mois, pendant les 2 mois après l'accouchement, ou la présence du référent dans la continuité de la grossesse. Rappelons-nous, à condition que ce référent puisse être choisi librement par les parents, c'est ce qu'a évoqué Laure, et à nouveau plus d'informations concernant la dépression postpartum pendant la préparation à l'accouchement. Donc, cette idée d'une préparation à l'accouchement qui soit plus complète. Dans la prochaine slide, on va donc finir par parler des autres possibilités ou des autres lieux d'accouchement qu'on a évoqués donc dans la première slide de cette partie. 93% des participantes sont favorables à la création de 12 nouvelles maisons de naissance que le gouvernement vient d'annoncer. C'est important qu'après ces 12 maisons naissance programmées, il y en ait d'autres pour que ce soit un vrai choix pour toutes les femmes dans le territoire français. Mais il y a aussi une autre possibilité qui est l'accouchement accompagné à domicile. Et clairement, 86% des femmes croient que l'accouchement accompagné à domicile, qu'on appelle AAD, devrait être accessible en France. Donc, pour conclure cette partie, ce qui en découle, c'est vraiment que les mères qui accouchent ont besoin d'être respectées. Pour cela, les mères ont besoin de plus d'informations afin de pouvoir faire un choix éclairé, mais il faut aussi une formation du personnel soignant qui permettra donc de vivre mieux cet accouchement, et donc aussi très important de donner plus de choix concernant le lieu de naissance, donc avec le développement
donc de cette offre plus diversifiée en modalité d'accouchement, que ce soit avec les maisons de naissance, et une vraie réflexion sur l'accouchement accompagné à domicile qui est très en retard en France par rapport à nos voisins européens. Et pour ce point-là, MMM France s'est rapproché de plusieurs associations autour de la périnatalité, de l'accouchement, avec lesquelles on souhaite travailler à rendre l'AAD accessible en France. Maintenant, je vais passer la parole à Marie-Laure Gagé-Desbrosses, qui est la porte-parole de MMM France, la responsable du pôle plaidoyer, et qui va nous parler du temps précieux des mamans. Bonjour à tous. Alors, dans cette troisième partie, on va aborder les questions qu'on a posées aux mamans sur tout ce qui était le congé parental, les modes de garde, la reprise du travail, la conciliation vie pro, vie perso. Diapositive suivante. Concernant le congé parental, on a un écart très clair entre ce que les mamans font pour le premier enfant et ce qu'elles font à partir du deuxième enfant. Pour le premier enfant, on a un tiers, donc 35% des mamans qui ont eu recours à une forme de congé parental. Et la majorité de ces mamans qui ont pris un congé parental l'ont pris pour une très courte durée. 47% d'entre elles ont pris entre 0 et 6 mois, parfois 6 mois, mais parfois seulement 1 ou 2 mois, parfois pour prolonger un allaitement ou pour faire la jonction avec un mode de garde. À partir du deuxième enfant, le congé parental est beaucoup plus pris, puisque 51% des mères y ont recours au deuxième enfant, 56% des mères à partir du troisième enfant. Et à partir du deuxième enfant, le congé est d'une durée bien plus importante, puisque 52% des mamans qui y ont recours au deuxième enfant prennent au moins 1 an, parfois même jusqu'à 3 ans de congé parental. Pour le troisième enfant, 58% des mères prennent au moins 1 an et voire jusqu'aux 3 ans de l'enfant. Ce qui est à noter également, c'est que pour le premier enfant, 26% des participantes disent ne pas avoir pris de congé pour des raisons économiques. Et donc, si le congé était mieux rémunéré, elles auraient pu éventuellement y recourir. Diapo suivante. Quand on demande aux mamans quelles ont été les raisons qui ont motivé le fait de prendre un congé parental ou de ne pas prendre davantage de congé parental, les motivations sont variées. Pour les motivations qui encouragent à prendre un congé, c'est principalement l'envie d'être proche de son enfant pour 57% des mamans. Ensuite, jouent des raisons qui viennent tempérer les choses, puisqu'il y a tout l'aspect économique pour 34% des mamans, l'envie de retourner dans la vie active pour 17%, le fait d'avoir pris le maximum légal, notamment quand elles ont pris 3 ans, pour 10% des mamans, le risque de mettre en danger sa carrière qui est évoqué par 9% des mamans, et puis les 6% des mamans qui disent « j'ai dû reprendre aux 2 ans de l'enfant car l'allocation de prépare s'arrêtait à cet âge-là ». Diapo suivante. On a posé la question aux mamans de savoir si elles se sentaient prêtes quand elles avaient repris le travail. Ce qui est très intéressant, c'est que vraiment l'échantillon est partagé en deux. 48% des mamans disent je me sentais prête à reprendre le travail. 52% disent je ne me sentais pas prête, dont 24% disaient je ne me sentais pas prête du tout. Si on regarde sur l'ensemble des participantes, vous n'avez pas le tri sur la diapositive, mais on a regardé plus précisément, on s'est aperçu que plus les mamans avaient pris du temps, pris un congé parental, et notamment pour le deuxième ou le troisième enfant quand ce congé est suffisamment long, plus elles disaient qu'elles étaient prêtes au moment où elles reprenaient leur travail. Et à l'inverse, plus elles reprennent rapidement, notamment quand elles ne peuvent absolument pas aller plus loin que les 2 mois et demi de congé parental, de congé maternité après la naissance, plus elles disent se sentir pas prêtes, voire pas prêtes du tout quand elles reprennent le travail. Si on demande aux mamans ce qui leur aurait permis d'envisager un retour au travail de façon plus sereine, elles disent un congé maternité plus long dans 53% des cas, un retour progressif au travail dans 50%, plus de flexibilité professionnelle, la possibilité de pouvoir aménager ses horaires dans 44% des cas, et une adaptation plus en douceur avec le mode de garde de mon enfant dans 29%. Il y avait également la possibilité de donner des verbatims libres, et ce qui ressort très fortement, c'est à la fois la nécessité d'avoir du temps pour s'organiser, pour trouver la façon de gérer bébé après la naissance et de s'organiser. Et puis, un aspect très important, la bienveillance
du monde professionnel. Si le manager, si le patron de l'entreprise, si l'entourage professionnel est bienveillant, alors oui, la reprise du travail est beaucoup plus sereine. Diapo suivante. Quand on a abordé l'équilibre vie professionnelle, vie familiale, on a proposé plusieurs dispositifs en demandant aux mamans ce qui les aidait le mieux. La flexibilité professionnelle est vraiment plébiscitée avec 60% des mamans qui disent que ce serait vraiment extrêmement utile pour mieux concilier vie pro et vie de famille. La meilleure répartition des tâches domestiques est appréciée par 37% des mamans. La meilleure répartition des tâches liées à l'éducation des enfants, 34%. La possibilité de faire du télétravail pour 28%. Je rappelle que tous les métiers ne sont pas accessibles au télétravail et c'est une partie, ceci explique la réponse. Diapo suivante. Sur le congé parental, le rapport des 1000 jours préconise de mettre en place un congé parental court, mieux rémunéré que le congé actuel et partageable entre les deux parents. On a donc posé la question aux mamans de leur dire si un congé de 4 mois et demi rémunéré 75% de votre salaire, comme le préconise le rapport, était proposé, auriez-vous pris ce congé ? 81% des mamans disent oui, dont 56% oui absolument, ce qui est évidemment très supérieur au taux de mamans qui prennent le congé parental dans le cadre actuel. Il y a donc un vrai engouement pour une telle proposition. On a demandé aux mamans si leur conjoint serait susceptible de prendre à leur tour 4 mois et demi de congé. Et dans 40% des cas, les mamans disent oui, dont 18% absolument. Donc, on voit que là aussi, il y a un intérêt parce que c'est un taux très supérieur au nombre de pères qui aujourd'hui ont recours au congé parental. Mais vous voyez que même bien rémunérés, c'est quand même, les mamans sont 2 fois plus susceptibles que les papas de recourir à ce type de congé. Diapo suivante. Ce qui est très important, c'est qu'on a posé 2 questions aux mamans qui disent qu'il faut vraiment de la flexibilité et il leur faut sur 2 plans pour ce congé parental. La première, c'est que 81% des parents souhaitent que les parents puissent se partager librement le temps de congé qui leur serait octroyé. 81% disent qu'ils souhaitent que le partage se fasse comme les parents le souhaitent et ne soit pas imposé. Et dans les verbatims qualitatifs, il y avait également beaucoup de parents qui disaient « mais ne vous immiscez pas dans la façon qu'on a de s'organiser, l'État n'a pas à s'organiser à ma place et à nous imposer des choix ». De la même façon, 84% des parents souhaitent que le congé court bien rémunéré vienne s'additionner au congé parental long plus faiblement rémunéré, c'est-à-dire que les parents, plus exactement, puissent avoir le choix entre les 2 types de congés et non pas qu'on supprime le congé long actuel pour le remplacer par un congé court. Donc, c'est vraiment, les parents souhaitent avoir davantage de choix parmi lesquels ils choisiront ce qui les arrange, ce qui leur permet de bien gérer leur temps. Ils ne veulent pas se faire imposer une façon de faire et une seule. Diapo suivante. Concernant les modes de garde, là encore, les parents sont favorables à plus de choix en matière de mode de garde. On a interrogé les parents sur la façon dont ils avaient fait garder leurs enfants jusqu'à présent, et sachant qu'il peut y avoir plusieurs modes de garde successifs ou des modes de garde différents d'un enfant à l'autre. Dans l'échantillon interrogé, 48% ont eu recours à une assistante maternelle, 37% ont eu recours au fait de s'occuper eux-mêmes de la garde de leur enfant, 35% ont eu recours aux crèches. On vous a mis en regard le coût pour les finances publiques de ces différents modes de garde et c'est une évidence que le coût n'est absolument pas le même. Certains modes de garde sont beaucoup plus coûteux que d'autres et donc l'intérêt aussi pour les pouvoirs publics est d'offrir cette variété de modes de garde pour que les parents trouvent ce qui leur convient et que les finances publiques puissent trouver un équilibre plus économique que d'avoir une offre de garde monolithique. On a posé la question aux mamans en leur disant « Une place de crèche coûte environ 17 000 € annuels aux finances publiques. Pensez-vous que ce serait une bonne idée d'investir cet argent dans un congé parental long, mieux rémunéré pour les parents qui souhaitent garder eux-mêmes leur enfant ?» Et là, 82% des mamans nous ont dit oui. Donc, il y a un vrai intérêt pour une proposition d'un congé parental mieux rémunéré. Ça ne veut pas dire qu'on supprimerait des places de crèche, simplement c'est une offre à faire qui pourrait libérer des places de crèche pour les parents qui le souhaitent et qui puissent s'investir eux-mêmes auprès de leur enfant. Des diapos suivantes. Sur la pression sociétale, on a demandé aux mamans si elles se reconnaissaient dans la phrase suivante.
La société attend de moi que je travaille comme si je n'avais pas d'enfants et que j'élève mes enfants comme si je ne travaillais pas. Et là, on a eu 96% de oui, donc 82% de oui absolument. Ça veut dire que les mamans se reconnaissent vraiment complètement dans cette phrase. Et bien sûr, c'est complètement impossible de travailler comme si on n'avait pas d'enfants et de s'occuper de ses enfants comme si on ne travaillait pas. Et donc, c'est pour ça que les mamans sont aussi divisées. Ce n'est pas facile pour elles de répondre au mieux à ce qui est attendu d'elles. Diapositive suivante. Donc, dans un tel contexte, quelles sont les propositions que fait MMM France, on a vu que les mamans ont avant tout besoin de temps et de flexibilité. Dans un tel contexte, nous sommes donc très favorables à un congé parental court, bien rémunéré, qui va permettre à davantage de mamans de prendre du temps avec leur enfant dans les tout premiers mois qui suivent la naissance. Si tu peux avancer, Laure, s'il te plaît. Et en revanche, attention, ce congé parental court ne doit pas se substituer au congé parental long. Les deux doivent coexister pour que chaque famille puisse trouver ce qui lui est nécessaire. Concernant les solutions de garde, il est là aussi important d'avoir de la flexibilité, c'est-à-dire d'offrir une offre de garde variée, dans lequel, à la fois pour les modes de garde formels, mais aussi pour les congés parentaux, chaque famille puisse trouver le mode qui lui convient pour s'adapter au mieux à ses besoins. Pour la flexibilité, c'est vraiment très important d'offrir un maximum de flexibilité aux parents, que ce soit sur le partage du congé parental pour que les parents puissent le faire comme ils le souhaitent, que ce soit pour la reprise du travail, pour que là encore, il y ait de la flexibilité pour les papas et les mamans. Et enfin, professionnellement, en entreprise, les deux choses les plus importantes, c'est à la fois la flexibilité, offrir des horaires flexibles, offrir un aménagement du temps de travail, permettre aux parents une organisation qui leur convienne, et la bienveillance des managers qui va passer souvent par une formation pour que, plus conscients des enjeux de parentalité, les managers comprennent les besoins des pères et des mères et s'adaptent à leurs besoins et facilitent leur vie professionnelle. Voilà, alors c'est toutes ces propositions qu'on fait là et celles qu'on vous a fait dans les deux autres parties. À partir de cette étude, on va maintenant aller voir les pouvoirs publics, voir les élus et leur présenter à la fois les résultats de l'étude et nos propositions. Mais bien sûr que cette étude, avec autant de répondants, va nous aider à ce que la réforme que le gouvernement est en train de préparer, on puisse faire entendre la voix des maires et dire aux politiques que par rapport aux propositions qu'ils font, voilà ce qui est très important pour les mamans, en espérant que la réforme qui doit être votée à l'automne puisse tenir compte de tous ces points. Et je repasse la parole à Lucia avant que vous puissiez poser toutes vos questions. On va passer à la partie questions-réponses. Je vous laisse donc nous les envoyer par la partie Q&A du Zoom. Entre-temps, je voulais vous dire que malheureusement, on n'aura probablement pas le temps de répondre à toutes les questions, mais que nous restons disponibles. Vous pouvez nous contacter via l'adresse qui s'affiche. Voilà, n'hésitez pas à nous envoyer les questions qui n'auront pas pu trouver réponse donc par mail. Je voulais aussi vous informer que le dossier de presse avec la présentation et le lien du replay seront disponibles sur demande. Nous souhaitons vraiment que cette étude soit utile. Donc, si vous souhaitez avoir plus d'informations, plus de chiffres sur certains sujets traités par le questionnaire, sur certaines questions précises du questionnaire, n'hésitez pas aussi à nous solliciter. Nous serons ravis de les partager avec vous. Et pendant qu'on vous laisse quelques secondes pour nous envoyer vos questions, je souhaitais remercier tous nos partenaires, que ce soit les nombreuses associations, marques, blogs qui ont partagé, qui nous ont aidés à diffuser ce questionnaire, et surtout toutes les mamans qui ont pris le temps d'y répondre, de partager autour d'elles, parce qu'on sait vraiment à quel point le temps des mamans de jeunes enfants est précieux. Donc, encore merci. Le questionnaire grandit tous les jours. Ce matin, on était à 21 629 répondants. Comme on vous l'a dit, il reste ouvert. On souhaite vraiment donner la parole à toutes les mères ayant vécu cette période en France. Donc, s'il vous plaît, continuez à le partager. Et puis, on vous dit en nom de toute l'équipe MMM France, merci beaucoup de votre attention, de votre participation et à très bientôt.